On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. C'est une émission politique aujourd'hui, politique provinciale. On reçoit le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Voir un peu comment ça s'est passé de son côté. Évidemment, on avait déjà discuté avec lui via Zoom dans les derniers mois, au printemps. Là, il est en vrai avec nous, en studio, avec la distanciation évidemment requise, comme vous savez. Mais il y a plusieurs enjeux. Il y a le début de la crise, il y a le milieu de la crise et il y a surtout ce qui s'en vient. Puis on va aborder aussi le délicat sujet du PAIR, le Parc d'affaires et d'innovation régionale. Les travaux de l'Assemblée nationale vont bien sûr reprendre autrement, comme on sait. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, ça veut dire quoi être député de Saint-Jean quand on vit une pandémie? Il est avec nous, Louis Lemieux. Bienvenue. Merci. Bonne rentrée, Éric. Merci, c'est gentil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être député quand on doit composer avec une pandémie là, dont on ne connaît pas la fin? On n'a pas de date sur le calendrier nous disant on ne peut pas s'accrocher à une date. Là. Il faut faire avec. Là. Oui, et je te dirais que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres députés. Je ne l'avais jamais été avant député. Mais ça redonne un sens à ce qu'on fait au service. Service comme politicien, service comme député avec un bureau de comté. Honnêtement, pour moi, ça a cristallisé tout ce que j'avais fait depuis 1 an et demi. Ça a repris tout son sens en accompagnement avec les citoyens et en connexion avec les citoyens. Oui, il y avait, par exemple, pendant le confinement, 2 millions de personnes qui écoutaient, sinon plus, qui regardaient la conférence de presse du premier ministre. Mais après ça, il faut ramener ça à tout le monde avec les questions que les gens ont après la conférence de presse. Ce qui fait qu'on se sent plus que moins partie d'une roue qui tourne et qui avance. La logique du député dans son comté, le député dans son caucus, les ministres. Il y a comme une chaîne qui a repris tout son sens, même si je savais que c'est comme ça que ça marchait. Là, on en a eu la démonstration. Le nombre d'appels. J'ai même, pendant la pandémie, pas à un moment donné, très tôt, écrit une lettre par jour, à tous les jours. Je ne cache pas que certains jours, je faisais juste changer quelques paragraphes, là, mais à tous les jours, j'avais une lettre. De sorte que tous les courriels qui rentraient au bureau, je commençais par renvoyer la lettre pour donner une espèce de vision des choses de la part du député de la place. Et là, je rajoutais quelques mots. Au téléphone, ça a explosé pendant un certain temps. Il y avait tellement d'appels. Bon. Quand on se reporte avant la pandémie, quand on regarde le genre d'appels ou de courriels qu'un bureau de député reçoit là, dans le day-to-day, si on prend l'expression, versus les demandes que vous avez reçues du mois de mars à aujourd'hui, c'est quoi la différence dans ce qui vous est demandé comme question? On avait de la misère, nous-mêmes, à suivre les ajustements des règles, des consignes, des formulaires, des intentions du gouvernement qui partageait ou pas des programmes avec le fédéral. Ce qui fait qu'on a, plus que jamais, été la courroie de transmission avec les ministères, avec les machines du gouvernement. Juste un exemple. Tout le monde voulait nous référer des gens qui avaient accès à de l'alcool, à des gants, à des masques. Au début, là, on parle du début de la pandémie. C'est les mêmes qui avaient déjà fait des représentations au gouvernement, mais tu sais, Éric, il y a un chum, qui a un ami, qui a un contact en Chine. Mais on ne pouvait pas les échapper, parce qu'on ne veut pas dire on n'en a pas besoin, on a déjà des contacts. Donc, il fallait faire remonter, et le nombre de messages qu'on a fait remonter à la machine, et souvent, ça marchait. Je dis étonnamment, pas étonnamment, mais à chaque fois, c'était une belle surprise que de constater que quelqu'un qui m'avait signifié une capacité de faire quelque chose dans le cadre de la pandémie pour le gouvernement, ça remontait. Puis là, à un moment donné, on me disait « Oui, on a besoin de ça, on s'en occupe, donnez-nous. » Alors, il y avait quelque chose de beau là-dedans, mais... Les gens veulent aider, puis le député devient, disons, un bon canal de communication pour faire monter l'information. Mais inversement, ce qui faisait le plus mal, c'est les sentiments. Les gens étaient dépourvus, les gens étaient souvent à la limite de ce qu'ils étaient capables d'endurer devant des problèmes qu'ils n'ont jamais vécus. Soins palliatifs, famille de 4 enfants, il y a juste de la place pour 2 dans la chambre. Comment on règle ça?
il y a juste de la place dans le sens que le centre de soins palliatifs ne peut pas accueillir plus que... Bon. Et souvent, c'est jamais des faveurs, là, puis c'est jamais du forcing, comme on dit, politique. C'est juste le ministre ou la ministre à l'époque avait dit quelque chose. Les CIUS et les CIS avaient interprété quelque chose. Les centres, tu sais, on parle de la grosse machine de la santé, là. Les centres avaient interprété l'interprétation de la demande. Puis au final, il fallait juste rappeler, dire non, on a dit que ça prenait de la compassion, on a dit que dans les dernières heures de la vie, on pouvait être avec ses proches. Là. Mais cette pandémie-là aussi a permis de... Bien, on connaissait peut-être déjà un peu les failles du système. Disons que là, on les a vues peut-être un peu plus. Un exemple très court que les gens ont certainement retenu. On l'a vu, puis bon, je sais que le premier ministre a procédé à certains changements, mais parfois, ce que la ministre disait ne descendait pas en bas, ou ce qu'on entendait en bas ne correspondait pas à ce qu'on entendait en haut. Donc, des fois, le message, puis là, on a vu la complexité du système. Le premier ministre lui-même a constaté que dans les CHSLD, il n'y avait pas un directeur général par établissement. L'imputabilité, ce n'est pas toujours très, très clair dans les CIS, les CIUS et tout ça. Bref, ça a mis en lumière un peu les failles du système qu'on connaissait déjà. Mais là, on tente de corriger aussi ces situations-là. Bien, au quotidien, ça devenait un petit peu surréel. La journée où j'ai rencontré la responsable des 6 CHSLD de la région, je pensais à ça, puis je me disais, elle en dirige 6. Elle voudrait passer une journée par semaine dans chaque, puis elle ne pourrait pas, il y en a 6. Là. Alors, on sentait tout de suite qu'il y avait... Et quand ça va bien, c'est beau, là. Quand ça va bien sur papier, tout est correct. Mais à partir du moment où il y a des feux à gauche et à droite, comment peut-on imaginer qu'il n'y ait pas une personne ultimement responsable? Ce qui m'avait le plus surpris et déçu, c'était de savoir qu'on n'était pas capable, au jour le jour, de savoir combien il manquait de personnes sur le plancher. Le premier ministre n'était pas capable d'avoir ce chiffre-là en temps réel. Ça lui prenait 2, 3, 4 jours avant de savoir qu'il avait manqué tant de monde sur le plancher de tel établissement. Comment veux-tu gérer dans ces conditions-là? Mais quand on n'est pas en crise, puis quand on n'a pas ce type particulier de crise-là qui fait qu'il y a une saignée supplémentaire dans le personnel parce que les gens ont peur, parce que les gens sont malades, bien, on ne pouvait pas... En fait, on ne devrait jamais se dire politiquement on ne peut pas prévoir ça. Parce que c'est notre job de le prévoir. Et c'est ce qu'on fait pour la deuxième vague. Mais, si deuxième vague il y a. Mais à ce moment-là, c'était un petit peu catastrophant de constater l'immensité de la chaîne qui fait en sorte que quand le premier ministre dit quelque chose, que ça puisse se rendre. Mais en même temps, il y a 200 plus 1000 personnes dans le système de la santé. Ils n'écoutent pas toute la TV à 13 heures. Là, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Là. Bon. La crise, évidemment, au début, il y a de l'adrénaline, on réagit. Il y a eu la période du confinement, la période du déconfinement. Les statistiques qui se sont améliorées, quoique depuis une semaine ou deux, on sent que c'est plus difficile. Dans certaines régions, le ministre a annoncé là, ses codes de couleur par les régions, les sous-régions, etc. Bon, on a entendu parler évidemment des parties karaoké, entre autres à Québec, mais et on parle de la deuxième vague, mais on parle aussi des infections mineures. Là. La gastro puis le petit rhume, ça existe encore. On le voit dans certaines entreprises. Moi-même, je l'ai vécu près de moi. Donc, comment on se prépare? Là? L'automne va ressembler à quoi? C'est ça la grande question. L'automne va ressembler à quoi? Je voudrais te répondre comme Christian Dubé l'a fait, mais je n'ai pas la connaissance fine de ces dossiers, mais ce que je sais, c'est que Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, a pris un soin maladif à être capable d'avoir des réponses et un état de la situation en temps réel pour être capable de réagir. Parce que dans le fond, il va ressembler à quoi? On ne sait pas. Là. Il va-t-il y avoir 2000 cas dans 2 semaines? On en a juste 200 ou moins de 200 par jour maintenant. On ne sait pas. On ne sait pas personne. Je t'avoue que l'espèce de recrudescence des cas depuis quelques jours nous fait regarder différemment le tableau du code des couleurs et tout ça, et nous force à se demander comment on va réagir. On sait déjà comment on va réagir, parce que ce qu'a fait Christian Dubé, c'est, en toute transparence, c'est le système décisionnel. Comment la prise de décision gouvernementale va procéder en fonction des paramètres, en fonction des indicateurs, on le sait déjà. Au-delà de la couleur qu'on est en ce moment, si on regarde la couleur qu'on sera si on n'est pas chanceux, bien là, on va savoir ce que ça implique et puis on va réagir. Mais là, ce que les gens sentent, c'est qu'il y a un risque de reconfinement.
On a vu la Colombie-Britannique qui a refermé les bars. Moi, personnellement, je m'attendais même à ce que le ministre l'annonce cette semaine, quoi qu'il est peut-être en train de le faire pendant qu'on se parle, ou ça se fera dans les prochains jours. Mais on sent qu'on est très, très attentif, puis que la barre psychologique du 200 cas par jour, si ça se maintient, si ça continue d'augmenter, les gens ne sont pas dupes. Les gens s'attendent à ce que des activités comme les bars, ou peut-être d'autres types d'activités où la proximité est plus difficile, la distanciation plus difficile. Donc, il y a un risque réel de reconfinement. Mais pas au sens où on a confiné la première fois. C'est-à-dire que là, on va savoir où sont les éclosions et qu'est-ce qui les a provoquées. Par exemple, un karaoké, 66, 68 cas aux dernières nouvelles. Bon, ça, on le sait. Donc, à partir du moment où il y en a d'autres comme ça, c'est sûr que c'est là qu'on va agir. C'est pas parce qu'il y a plus de cas que soudainement il faut fermer un secteur en particulier, parce que la santé publique a pris l'été à se préparer à être capable de dépister. On est toujours en mode de recherche de cas et contrôle des cas. Donc, c'est pas vrai qu'on fait juste regarder une statistique puis qu'on réagit. On regarde la statistique puis on regarde d'où elle vient, par où ça a passé, c'est du communautaire. Si c'est du communautaire, c'est dans quelle région. Si c'est pas du communautaire, c'est des incidents comme le karaoké. Ouais. Et là, on va aller régler à la source. C'est que le risque en ce moment, c'est que même s'il y a une transmission communautaire et même si elle grandit, pour le moment, les hospitalisations ou les soins intensifs ne bougent pas trop. Par contre, le risque, c'est que des personnes vulnérables finissent par être impactées et que là, évidemment, ça va créer de nouveaux problèmes, entre autres avec les CHSLD ou les centres de personnes âgées. Et c'est le troisième indicateur dans la charte de M. Dubé, du ministre. Si cet indicateur-là du nombre d'hospitalisations et de soins intensifs est en hausse, là, pour lui, c'est la dernière alarme potentielle, parce que c'est exponentiel, ça. Là. Mais on a senti aussi cette semaine que des mesures de coercition pourraient venir. On a été indulgents cet été. Là, je pense qu'on est un peu moins patient. C'est le bon mot. La ministre Guilbeault, responsable de la sécurité publique, l'a bien dit. Ça se passait bien d'abord cet été, alors pourquoi sortir le bâton? On a sorti la carotte en disant « Gardez vos masques, passez un été en faisant attention, ça va nous aider à l'automne. » Mais là, à l'automne, la rentrée, là, c'est toutes les écoles. Ils ont beau être en virtuel ici et là au cégep, à l'université, c'est toute la société qui est en train de bouillonner, là. Alors, il faut être capable de fermer des secteurs au fur et à mesure qu'on sent qu'il y a des problèmes, mais il faut aussi, je pense, serrer la vis de ce qui est, de toute évidence, un barreau d'honneur. Quelqu'un qui dit « Ah, moi, le masque, je le porte pas, puis j'ai pas besoin de ça. » Et quand ça percole dans les commerces, quand ça devient un problème à l'épicerie, parce que l'épicier dit « Il faudrait que vous mettiez votre masque, je vous plaît. Ah, pas besoin de ça. » Ça, c'est probablement sur la liste, la courte liste de ce qu'il va falloir faire à court terme pour serrer un petit peu, resserrer les choses. Mais là, j'entends déjà du monde dire « ben c'est ça, encore politique de peur, puis tout ça. » Mais à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut être responsable. La responsabilité, là, c'est de s'assurer que ça ne reparte pas en fou. Là, au-delà de la pandémie, il faut faire marcher le Parlement, il faut faire marcher le gouvernement. Là, vous allez avoir une session parlementaire, mais qui visiblement va être un peu particulière. Vous avez aussi un caucus précessionnel, pardon. Là, il se passe quoi dans les prochains jours à Québec, là? Bien, il se passe que la période des questions, je vais la suivre dans mon bureau au Parlement au lieu de la suivre au Salon Bleu. Je te dirais qu'il y a des grands bouts, c'est peut-être une bonne chose, parce qu'il y a des grands bouts de la période des questions qui sont un peu particuliers, mais puis on réagit plus fort. C'est assez étonnant. J'ai vécu ça en partie au mois de juin. On a fait 3 semaines avant la fin de la session. Puis dans les corridors des bureaux de députés, on entendait crier pendant la période des questions parfois, puis on rouvrait le volume parce qu'on l'avait baissé pour répondre au téléphone ou quelque chose. Mais essentiellement, ça va fonctionner, parce que Éric se lève puis qu'ils disent « mon parti vote oui », ou que chaque membre du parti présent se lève puis vote oui, au final, on arrive pas mal tout le temps au même score, on s'entend, là? Bon. C'est en commission parlementaire que c'est plus difficile, et c'est plus difficile pour l'opposition, parce qu'ils veulent être capables, dans certains projets de loi, d'avoir leur critique dans, par exemple, je ne sais pas moi, en santé, d'être présents et d'avoir de l'aide de leurs collègues. Et ça implique qu'ils soient plus nombreux. Mais les commissions parlementaires, déjà, c'est pas ça qui fait les manchettes beaucoup, là. On s'entend. Nous, on travaille là-dedans plus qu'au Salon Bleu, mais... Parlons du volet économique, parce qu'au travers de toute cette crise-là, il y a des impacts. Il y a du chômage, tout le volet des hôtels, le volet du tourisme, des entreprises également qui avaient peut-être certaines difficultés avant la pandémie et qui, là, ça a été un peu le coup de grâce. Il y a des faillites, il y a des fermetures, bref.
Puis je sais qu'on ne peut pas aider tout le monde, puis probablement qu'à votre bureau, vous recevez aussi probablement des appels ou des témoignages qui doivent être parfois même déchirants. Bref, comment on peut aider? Parce que là, tant qu'on n'a pas de date sur le calendrier, comme je disais tantôt, il faut maintenir les gens, si possible, dans leur emploi. Il faut maintenir l'économie qu'on a pour pas que ça rempire. C'est crucial. Il faut comprendre que la relance, entre guillemets, va déjà beaucoup mieux au Québec, toute proportion gardée, qu'ailleurs. On a déjà pris un bel élan. Et c'est pour ça que quand on parle de resserrer un peu la vis, c'est fondamental parce que s'il fallait qu'on l'échappe le moindrement, cet élan-là casserait. Puis ça ferait doublement mal. Mais économiquement, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, là, il y a énormément de problèmes. Mais les chiffres de PIB, les chiffres de chômage, les chiffres qu'on a de disponibles pour l'économie québécoise pour l'instant, il y a véritablement un élan dans la relance. Le secret, et ça a l'air d'un slogan, mais on n'est pas à l'élection, on peut l'utiliser, c'est de relancer l'économie sans relancer la pandémie. C'est vraiment une espèce d'équilibre précaire, parce qu'à partir du moment où l'économie va vite, bien là, vite veut dire qu'on a peut-être tendance à éliminer une partie de la protection dont on a besoin pour conserver et la sécurité puis la santé de notre monde, mais en même temps l'élan qu'on a. Les programmes qui vont sortir cet automne, il va y en avoir, parce que là, on s'entend, le fédéral est rendu à la fin de la fin, là, dernier mois de PCU, dernier mois pour l'aide aux loyers commerciaux. Bon. Alors, le provincial a eu tantôt l'occasion de bonifier, de corriger un peu, parce qu'il y a eu des effets pervers à la PCU, donc il fallait avoir des programmes provinciaux pour venir corriger les effets pervers. Mais on n'arrive pas les mains vides à l'automne, là. On est prêt pour s'ajuster, pour prendre la relève de l'aide. Pour l'instant, et j'en ai parlé dans le Canada français il y a quelques semaines, pour l'instant, on a aidé beaucoup avec des prêts. En disant, bien, c'est une crise de liquidité, les gens, les commerces, les entreprises ont besoin de liquidité. Au-dessus de 50 000, ils vont chez Investissement Québec. En bas de 50 000 de prêts, ils viennent à la MRC. On avait 1,6 million à la MRC qu'on a reçu de Québec pour donner des prêts. On avait donné, au moment où j'ai parlé au Canada français, 325 000, je pense. Il y a des MRC qui ont donné tout ce qu'il y avait et ils sont allés en rechercher d'autres parce qu'on a rajouté 100 millions de plus à ce programme-là. Ici, pour une raison qu'on connaîtra un moment donné, on a été moins... On en a moins demandé, on en a moins offert, on en a moins donné. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est cet automne, après un été relativement bon pour plusieurs commerces, que les gens d'affaires vont avoir à décider est-ce que je vais me chercher un prêt pour passer l'hiver et voir où on s'en va. Et pour certaines entreprises, c'est déchirant parce que c'est la différence entre, s'ils ne sont pas capables de rembourser ce prêt-là, c'est la différence entre fermer les portes ou pas. Mais en même temps, le gouvernement ne les abandonnera pas. Il va y avoir d'autres programmes pour les aider. Mais la liquidité, c'est les prêts qui travaillent là-dessus. Bon. Évidemment, les affaires courantes demeurent au-delà de la pandémie. Là, il y a un dossier qu'on appelle le PAIR, le Parc d'affaires et d'innovation régionale, qui était destiné sur une terre agricole à côté de l'usine d'épuration, le long de l'autoroute 35. Au moment où le maire était suspendu, le maire suppléant, M. Berthelot, et le préfet de la MRC, M. Ryan, en ont parlé au premier ministre, qui était de passage ici à Saint-Jean. Ça a fait des manchettes. Le ministre de l'Environnement en a parlé, votre gouvernement aussi. Vous-même, j'ai senti une journée où vous vous êtes mis la main dans un fil de discussion Facebook qui était interminable. Ça fait mal ici encore. Où vous étiez. Et là, je lisais ça et je me suis dit, je ne sais pas s'il va répondre, mais s'il répond, c'est fini, là. Oui. Je ne sais pas combien d'heures vous avez passé là-dessus à répondre aux gens pour essayer de les convaincre de votre position, mais c'était pas facile. Non. Parce qu'il ne faut pas confondre la zone d'innovation que je souhaite voir émerger dans le Haut-Richelieu de le I de innovation dans le PAIR. C'est pas la même chose, là. On ne parle pas de la même affaire. Une zone d'innovation, c'est une reconnaissance du gouvernement formel dans un processus qui va devenir de plus en plus présent au Québec. On va annoncer la première zone d'innovation très bientôt. Et moi, ce qui me tuait, à quelque part, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas répondre, c'est que je ne voulais pas qu'on mélange les deux, même si les tenants du PAIR, pour les appeler comme ça, se faisaient fort de parler beaucoup de la partie innovante du parc. Mais une zone d'innovation, c'est pas du béton, c'est pas un parc. Une zone, c'est une zone. Mais si on a à avoir un parc, physiquement, on le met où? Ils le mettront où ils veulent. Moi,
On commence une année électorale municipale. Là. Puis c'est vraiment bien défini. Là. Ceux qui veulent un parc industriel assez pour demander un décret du gouvernement, comme ils l'ont fait, et on leur a dit non. Et ceux qui n'en veulent pas, puis qui sont battus contre ça 2 fois déjà à CPTAQ puis au TAC. Moi, j'ai dit, c'est de mettre la charrue en avant des bœufs. Tu vas dire que c'est une formule pour esquiver la question. Oui, parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Puis je ne sais pas si dans X années, ils vont revenir avec le même parc à la même place, puis qu'à ce moment-là, il va y avoir des gros yeux de tout le monde qui trouvent que c'est une bonne idée. Mais en attendant, pour faire la zone d'innovation qu'on veut faire, que je pense qu'on doit faire, il n'y a pas besoin d'un parc pour ça. Là. Il n'y a même pas besoin d'un immeuble. Okay. Là, je vous amène sur un terrain glissant. Oh boy! Le conseiller Berthelot, qui était maire suppléant, a dit, écoutez, si on n'a pas ce parc-là un jour, la ville va avoir des difficultés économiques, va avoir des problèmes de revenus. Le préfet de la MRC, Réal Ryan, là, je paraphrase, mais dans la presse, il disait en gros, écoutez, vous autres à Saint-Jean, là, si vous n'avez pas ce parc-là, vous allez quasiment faire faillite. C'est à peu près ça qu'il disait. Pensez-vous sincèrement que la ville de Saint-Jean va avoir des grandes difficultés économiques si elle n'a pas ce parc-là en question? Non, je pense que la façon d'en parler comme ça, c'est d'essayer d'aller au bout d'un argument économique dans un calendrier très difficile à cerner. Je ne veux pas défendre les arguments des uns ou des autres, mais force est de constater qu'il y a de la place en ce moment. Là. C'est sûr que s'il y a un projet de 4000 emplois qui arrive demain matin, là, c'est un autre paire de manches. C'est ça. Bon, mais on ne l'a pas. Puis rendu là, c'est ce que je disais. Moi, je suis pragmatique. Je veux dire, pour moi, c'est pas une religion, la protection des terres agricoles. Pour le moment, votre gouvernement dit qu'il n'y a pas de décret là. Non. Mais s'il y avait un projet de 4000 emplois demain matin, on va y repenser. Ben, à ce moment-là, okay. Mais dans l'état actuel du dossier, c'est un projet. C'est un projet de développement pour lequel on n'a pas besoin de commencer. Tu sais, c'est comme la charrue en avant des bœufs ou l'œuf et la poule. As-tu besoin du parc avant de rentrer des emplois ou as-tu besoin des emplois avant de rentrer le parc? Moi, je te dirais que dans l'acceptabilité sociale, il me semble que tu aurais besoin de pas mal d'emplois avant de commencer de parler de parc. On peut prendre les arguments, mais si on dit, ouais, mais comment je peux attirer un prospect si je n'ai pas de parc? On a... Et si j'ai un bon prospect, est-ce que vous allez me donner le parc? Ouais, mais les prospects, là... Moi, j'ai été dans plusieurs rencontres où j'ai posé la question. C'est quoi vos prospects? C'est quoi vos cibles? C'est où vous allez? Et je ne suis pas sorti de là en disant, ouais, c'est sûr que là, on aurait besoin d'un décret. De toute façon, a priori, un décret, c'est une mesure exceptionnelle. Et on n'est pas rendu dans une situation exceptionnelle. Le parc est né, le père est né à cause d'une proposition d'une compagnie d'automobile qui n'est pas venue finalement, même si... Mais dans le cas de la terre agricole à côté de la 35, si je ne me trompe pas, il y avait une mesure de compensation ailleurs dans la MRC. Oui. Parce que peu de personnes ont parlé. Oui. Donc, dans les faits, au niveau agricole, bon, on comprend que l'UPA s'est positionné, mais... La CPTAQ savait ça. Mais la CPTAQ n'avait pas de jurisprudence pour dire « Ah, ben là, si vous échangez des terres, on appelle ça les terres blanches pour des terres vertes, c'est une bonne idée. » Prendre terre-ci, j'en donne un autre là-bas. Bon. Et c'était novateur à l'époque. Je veux dire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La MRC, à l'époque, avait travaillé très fort, puis avait été allé voir toutes ces municipalités pour se dire « Donnez-moi quelques acres de blanc qu'on va convertir en vert, comme ça, on va pouvoir prendre le vert puis le convertir en blanc. » Il y avait une logique là-dedans, parce qu'à un moment donné, si c'est pas maintenant, c'est dans je ne sais pas combien d'années, on va arriver au même calcul qu'il va falloir faire. Mais moi, je n'ai pas, pour l'instant, ni de projet, ni d'idée, et donc pas de décret prêt à signer. Et je voudrais juste dire que si ça a été si difficile sur Facebook, c'est parce que les gens ont pensé que j'avais invité le premier ministre pour lui présenter ça. Alors que la rencontre, comme le premier ministre en a eu tout l'été partout, c'était un député avec ses maires et préfets. Moi, j'ai 2 maires puis un préfet. Et les 3 étaient d'accord pour lui présenter un projet, ce qu'ils ont fait. De toute façon, ça a duré 1 heure. On a parlé de bien d'autres choses que de ça. Mais les gens m'en ont voulu de dire « Tu as fait ça en cachette ». Rencontre avec le premier ministre, le préfet puis les maires, c'est pas une cachette, c'est une rencontre, c'est une discussion. Et en partant, on avait déjà dit, les députés de la région, qu'on n'était pas chaud à l'idée d'une demande de décret. Quand la demande de décret a été présentée, on ne s'est pas réchauffé bien non. Il nous reste 30 secondes. Oui. Le REM, là, ça va arriver à Chambly-Saint-Jean, ça, là? C'est le bord de la 35? Là, il commence à y avoir beaucoup de projets de transport électrique. C'est une promesse? Oui, c'est une promesse. Et je l'attends encore. D'ailleurs, je vais m'en sortir comme ça parce qu'il ne reste plus de temps. Le caucus précessionnel qu'on va avoir demain puis vendredi,
c'est pour faire le point sur ces gros dossiers-là. Parce que vous avez vu les chiffres pour la ligne bleue? Les milliards que ça prend pour ça? Bon. Et ça, on ne peut pas dire, on ne le fera pas celui-là, alors que ce n'est pas notre projet. Les REM, c'est notre projet, on voudrait bien l'avancer. On va l'avancer. Dans quelle direction en premier, à quelle vitesse, ça, on va travailler très, très, très fort là-dessus. Louis Lemieux, merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Bonne session parlementaire. Et bonne rentrée. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Les taxes municipales ne prennent pas congé, même si c'est la pandémie. Donc, la Ville de Saint-Jean attend votre 4e versement de taxes municipales pour le 16 septembre. N'oubliez pas qu'on a toujours un télébingo. C'est le dimanche matin à 9h30 en direct. Il y a 4 000 $ en prix. Et il y a toujours une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire que l'on dessert pour acheter vos petits livrets. À demain. Bye bye.